Bien, d'abord j'aimerais remercier Olivia Zemmour Zemmour, j'ai dit. Bon, simplement un grand merci de l'organisation de cette rencontre, de votre présence ce soir. Bon, moi c'était autour du livre et en même temps, forcément c'est aussi lié à l'ensemble de cette réflexion autour de la question du Moyen-Orient, de la question des différents pays aujourd'hui qui sont en train de vivre des expériences qui sont douloureuses. Je ne sais pas si vous avez entendu les dernières informations qui nous viennent de Libye avec des morts et des tueries qui sont dues à des personnes qui refusent de rendre les armes parce qu'ils ne font pas confiance à ceux qui prennent le pouvoir. Les informations sur la Libye sont assez dramatiques, sans compter bien entendu ce qui est en train de se passer en Syrie. Et au moment où nous parlons de la Syrie, et au moment où nous apprenons ce qui se passe en Syrie, en Libye, ce qui se passe également avec la décision de l'Union européenne de cet accord sur le boycott sur l'exportation du pétrole iranien. Ajouter à cela encore, dans le silence, eh bien, la colonisation qui continue dans les territoires palestiniens. Je pense qu'il y a de quoi être particulièrement préoccupé aujourd'hui. Alors, quand les événements ont commencé à se dérouler il y a une année de cela et que en Tunisie on a eu cette mobilisation dont le déclenchement en termes symboliques, en termes émotionnels a été la mort de Mohamed Bouazizi. Moi j'avais commencé à ce moment-là déjà en amont à essayer de recouper les informations sur ce que nous étions censés savoir et ce que l'on pouvait aussi nous cacher. Et je suis très surpris, je vous avouerai que quand je vois ce qui s'écrit sur mon site, les types de critiques que parfois je reçois, j'ai rarement été aussi critiqué, enfin j'ai toujours été critiqué, mais j'ai rarement été aussi critiqué par un certain nombre de personnes qui suivaient ce que je pouvais dire sur la Libye, sur la Syrie, sur l'Égypte, que je l'ai été. Tout se passe, et comme en Tunisie également, tout se passe comme si le fait d'avoir pris ou fait un pas en arrière en essayant de regarder les choses de façon raisonnable était assez mal perçu par les gens qui étaient emportés par leur engouement et leur émotion sur la nature extraordinaire de ce qui se passait. Alors moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je pense que l'engouement émotionnel est compréhensible, mais il est dangereux. Il est dangereux en particulier dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'ensemble des pays où on nous a parlé d'un effet domino, où on a tout de suite parlé de révolution, comme si tout tombait, que les régimes étaient changés, et on nous parlait du printemps arabe, et vous savez ce que c'est, la terminologie compte. Nommer, c'est prendre le pouvoir sur les faits, il faut être très très prudent sur la nomination, sur la façon dont on va comprendre ces choses-là. Et je dis ceci en même temps, parce que vous allez le voir dans ma conclusion, je suis prudemment optimiste, mais je reste extrêmement positif par rapport à ce qui se passe, mais sans illusion, c'est-à-dire sans faux semblants, sans acceptation trop rapide de ce qu'on est en train de nous présenter comme des réalités au niveau du Moyen-Orient. Alors, l'ouvrage sur l'islam et le réveil arabe, je l'appelle réveil arabe, je parle de soulèvement populaire, je ne parle pas de révolution, je ne parle pas de printemps. D'abord, au départ, j'étais comme la plupart des observateurs en se disant ça commence en Tunisie, ça se poursuit en Égypte et on a un effet domino. Oui, c'est ce qu'on nous avait présenté. Alors, il est certain que dans l'énergie populaire, il y a eu un effet d'entraînement. Mais dans la gestion des affaires, ce n'était pas un effet domino à quoi nous avions affaire, mais un jeu d'échecs plutôt. Et c'est pour ça qu'il faut regarder les pays un à un. Ce n'est pas un mouvement qui emporte, c'est des réalités qui se transforment et qui se réforment.
Et ça veut dire que, pourquoi est-ce que l'effet domino est moins intéressant que le jeu d'échecs? C'est que le jeu d'échecs, quand vous vous intéressez à un pion, quand vous vous intéressez à la reine, quand vous vous intéressez au fou, vous savez qu'ils n'ont de valeur que par la réalité des autres pions de l'échiquier. Et donc il faut avoir une lecture transversale, plus holistique de ces événements-là. Et en amont déjà, mettre en évidence des choses qui doivent être dites, parce qu'il faut se rendre compte que il y a des choses que l'on peut planifier en amont, puis il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. Or, toute cette idée, et je sais que j'ai été critiqué pour ceci, et que certains ont dit « Ah, mais si tu dis ça, c'est parce que tu penses que tout est sous contrôle. » Non, je n'ai pas dit ceci exactement. Ce que je dis, c'est « Regardons les faits. » Depuis l'an 2000, puis ensuite en l'an 2003, en 2004, puis en 2007, puis en 2008, puis en 2009, si vous suivez toutes ces dates-là, vous apercevez que et les pays occidentaux et les pays arabes, la Tunisie, l'Algérie, la Turquie, l'Égypte, jusqu'aux pays aux pétromonarchies, sont au courant que dans des capitales américaines, à Washington, au département d'État américain, en Serbie, en Europe de l'Est, des jeunes qu'on appelle des cyberdissidents, vous pouvez voir sur cyberdissidents.org, on sait qu'ils sont entraînés, qu'ils sont financés par le Einstein Institute, par le Freedom House, et qu'il y a des formations qui sont faites à quoi? À traduire sur le plan de la maîtrise des réseaux sociaux sur Internet, des messages et des slogans sur Internet, une mobilisation qui s'articule autour de 3 axes: l'unité, la planification et la discipline non violente. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir que ça a fonctionné contre Milosevic. Il faut savoir qu'on a formé des jeunes à cela. Et cette formation-là, on peut dire ce que l'on veut, on peut faire semblant de ne pas savoir. On a eu des blogueurs qui, très vite, comme Ben Rabia, le Tunisien, qui écrit depuis la Hollande en disant « Attention, il n'y a pas de financement gratuit à la mobilisation sur Internet. » Il n'y en a pas. Et que Google, ensuite on apprend, donc ça je référence tout ça dans le texte, donne les codes de sécurité satellite aux Égyptiens et ne les donne pas aux Syriens, ça n'est pas un hasard. Alors on peut maintenant faire semblant qu'on ne sait pas. Moi ce que je demande, c'est qu'on s'en tienne aux faits. C'est-à-dire qu'on se dise, mais quel est le but pour le département d'État américain, pour la CIA, pour les gouvernements européens, pour Google, de financer des formations de jeunes à la mobilisation non violente et à la mobilisation de masse. Pourquoi? Alors, ça m'intéresse parce que ce qui me paraît très important, c'est que lorsque Bush dit en 2003 que l'Irak est le début d'un mouvement qui va vers la démocratisation du monde arabe, ni lui, parce que quand Bush parle, tout le monde a critiqué le niveau intellectuel de l'homme. Il ne faut pas, parce qu'on a affaire à un petit niveau intellectuel, diminuer la capacité du système qui le porte. Et le système qui le porte est très puissant. Et c'est le contraire qu'on devrait aussi faire avec Obama. Obama a une capacité intellectuelle et une capacité verbale extraordinaire, mais il n'est pas tout seul. La qualité de son expression verbale est à la mesure du système qui le porte aussi. Il fait partie d'un système, il est et accompagne ce système. Et ce système-là, si vous regardez les faits, si vous lisez par exemple ce que nous disent, par exemple, ACLU, le American Civil Liberties Union, ils disent les lois qui ont été appliquées aux États-Unis depuis l'arrivée de Obama, sont directement dans la ligne de ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un travail, on est dans un discours d'ouverture, mais on est dans une politique de répression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans vos financements aux États-Unis, le seul fait que vous ayez donné de l'argent et que vous n'arriviez pas à prouver qu'en fait, vous saviez de façon certaine que cet argent n'allait pas être utilisé par ceux à qui vous l'avez donné pour soutenir une association qui, de près ou de loin, a un contact avec des gens qui sont supposément terroristes, vous pouvez finir en prison. Je veux dire, moi j'ai un ami à l'heure actuelle, un prof d'université, Samir Arian, il est en
détention à la maison, c'était comment on appelle ça, assigné à résidence, il ne peut pas sortir. Depuis 3 ans, il ne peut pas sortir, et ensuite, avant ça, il a fait 5 ans de prison. C'est la même politique, il ne peut pas sortir. Et cet homme-là, c'est un homme qui a eu quel malheur? Eh bien, celui de soutenir la Palestine et de dire « je ne me tairai pas ». Je ne me tairai jamais. Et donc aujourd'hui, quand vous ne vous taisez pas sur la Palestine et que vous avez décidé d'y mettre non pas simplement le verbe, mais l'argent, eh bien vous êtes... Mais c'est la même logique. Donc cette politique-là, il faut aussi la comprendre comme une politique qui remonte à loin. Nous n'avons pas, avec l'élection de Barack Obama, tout à coup un changement de politique. Il y a une vraie politique, une vraie vision pour le Moyen-Orient. Le soutien à l'Irak, ce type de démocratisation que l'on a voulu, ce type de démocratisation sous contrôle, ça n'est pas nouveau. Donc ça remonte à loin. Et donc moi, ce que je demande, c'est qu'on fasse ces analyses-là. Donc ce que j'essaie de mettre en évidence dans le début du texte, c'est d'essayer de regarder ceci et de voir ces mobilisations-là. Elles étaient connues, elles étaient sues. On a même des rencontres et des sujets tout à fait intéressants. Je pense à avril 2010, donc avant la première mobilisation en Tunisie. Je pense à septembre 2010, encore juste avant, à Budapest, le premier network de bloggers et de cyberdissidents qui s'installe à Budapest. Qui le finance? Google. Elle l'organise avec qui? Avec des institutions qui sont directement liées à des gouvernements européens ou des institutions américaines. Tout ça, il faut le savoir. Est-ce que ça veut dire, et je le répète dans le texte, parce que certains m'ont dit « Ah, ben c'est la grande conspiration ». Encore une fois, je ne suis pas un conspirationniste, mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui feraient bien d'arrêter de penser qu'il n'y a pas de conspiration et que de pas... je veux dire, il faut arrêter, je veux dire, cette espèce de... Non, mais moi je pense qu'il faut de ce point de vue-là ne pas aller dans une extrême ou l'autre. Il y a des gens qui manipulent et puis il y a des potentialités. Or, les soulèvements populaires ne sont pas complètement sous contrôle parce que, à côté de ces jeunes-là, il y avait des ingrédients, il y avait des réalités, et ces réalités, elles ne sont pas d'abord politiques, elles sont économiques. La paupérisation, l'augmentation du prix des matières de première nécessité. Tout ça, ce sont des réalités qu'on avait en Tunisie, qu'on avait en Égypte, et qui ont implosé. Ça a mobilisé. Donc on savait qu'il y avait de quoi le faire. Mais l'étincelle qui a lancé les choses, la mort de Bouazizi, et puis ensuite, ce mouvement tunisien qui a emporté le courage, qui a porté les Égyptiens, parce que ça a été un exemple. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas nier, qu'il y a un véritable potentiel populaire. Et c'est ça qu'il faut accompagner. Il faut accompagner, à mon sens, le potentiel populaire avec la lucidité politique. Et pas simplement cette espèce parce que c'est dangereux ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement dangereux ce qu'on est en train de voir. Parce que rien de pire qu'un espoir qui a volé trop haut et qui tombe très bas. Rien de pire que ça. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il vaut mieux avoir des espérances raisonnables que des illusions irrationnelles. Donc ça, c'est un premier élément. Et moi, j'essaie de faire ça dans les livres, essayer de regarder un tout petit peu ce qui était connu, et puis de regarder la complexité des choses. Or, ensuite, il y a une chose qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas reconnaître, et c'est ce que je mets dans le livre, c'est que le processus en Tunisie est sans doute celui qui a été, du point de vue du rapport à la démocratisation, le mieux abouti de tous les autres pays. Et je mets même l'hypothèse qu'il se pourrait que la réussite de la Tunisie nous trompe sur l'échec de tous les autres.